Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Vous en avez peut-être entendu parler, mais le mercredi 12 à 23h46 local heure de l'Égypte, juste en face de Port Saïd, en Méditerranée, au nord du canal de Suez, eh bien accrochez-vous bien, mais le porte-avions USS Harry S. Truman de 333 mètres de long, 100 000 tonnes de diplomatie, a été touché ou a percuté un pétrolier pavillon panaméen, le Beşiktaş M. Beşiktaş, c'est le nom d'un quartier à Istanbul qui appartient à Synergy Ship Management en Turquie et qui venait tout juste de sortir du canal de Suez. Alors on ne sait pas encore si les Américains vont en profiter pour déclarer la guerre au Panama. Attendons le résultat de l'enquête complète et il y aura une enquête d'ici quelques années qui sera sortie par le NTSB. En attendant, ce que je vous propose, c'est d'essayer d'en savoir un petit peu plus sur le passage du canal de Suez, sur les soucis récurrents qu'a connu la Navy aux alentours des années 2017 entre ses navires de guerre et des navires civils, et ensuite d'en profiter pour revenir sur ce F-18 qui avait été abattu par l'escorteur du Truman encore une fois, et accessoirement le commandant du Gettysburg, le navire en question, vient d'être changé il y a tout juste quelques semaines. Alors, forcément, c'est pas sans nous rappeler Papy fait de la résistance. Il va y avoir de la mutation sur le front de l'Est, peut-être pire. Allez, on attaque tout ça juste après le jingle. Roger, ball. Alors le porte-avions Truman, qui m'est forcément cher car c'est là-bas que j'ai fait mes premiers appontages, mais également j'ai travaillé avec lui dans le Golfe Persique et j'ai fait officier de liaison là-bas, eh bien il a avec lui la Carrier Airwing numéro 1. À bord, ils ont quand même 9 flottilles différentes, que ce soit des hélicoptères, des avions radars, les fameux Hawkeye, ou alors que ce soit des unités de combat. Il part pas tout seul, il va toujours être accompagné. Avec lui, comme escorteur, il a un Ticonderoga, le Gettysburg, celle qui a ouvert le feu sur des F-18, on va en reparler en fin de vidéo, mais qui à l'heure actuelle est toujours en mer Rouge. Et il y a également 2 Harley Burke, sans oublier, vous allez avoir du pétrolier ravitailleur, vous allez avoir du sous-marin nucléaire d'attaque, tout ce petit monde. Mais vous avez toujours à minima 3 gros navires qui vont le protéger. Et ce Truman, il sort de 50 jours en mer Rouge. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 15 mois, il y a une présence ininterrompue de la part de la Navy américaine et des porte-avions en mer Rouge. Donc il est sorti pour la première fois après avoir fait des frappes en Somalie, le 1er février, contre l'État islamique, en coordination avec le gouvernement somalien. La Navy et l'armée américaine a fait des frappes en Somalie, le président Trump en avait parlé. Ensuite, ils sont remontés vers le nord, et le 3 février, ils ont traversé Suez pour se rendre en Méditerranée, où ils sont allés en Grèce, à la base de Soudan, où ils ont relâché, comme on dit, pour une escale jusqu'au 6. Et on en entend parler le mercredi 12, juste du côté de Port Saïd, donc au nord de Suez, donc on s'attend à ce que le porte-avions voulait retourner en mer Rouge. Le navire contre lequel il y a eu souci, il fait 55 000 tonnes. C'est donc un petit bâtiment comparé au Truman. De son côté, il partait de Jordanie. Il avait pour objectif de rejoindre la Roumanie. Et c'est pas la première fois qu'il a des mésaventures en mer, parce qu'en 2016, au large du Bangladesh, il avait déjà connu une collision avec le Common Spirit. À l'heure actuelle, très peu d'informations ont fuité. Ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés sur le Truman et que la propulsion n'a pas été endommagée. On sait également qu'il n'y a pas eu de voie d'eau, mais ça s'arrête là. On n'a pas beaucoup plus d'informations. Par contre, c'est pas la première fois que du porte-avions percute un autre navire, ou se fait percuter. Si vous regardez par exemple en 2021, c'est notre fleuron national, notre Charles de Gaulle, qui avait éperonné un voilier polonais avec une personne à bord de 10 mètres de long. C'était à 7h30 au petit matin devant Toulon. Alors ce que je vous propose, là, c'est essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe au niveau du fameux canal de Suez. C'est 193 km. Vous avez entre 280 et 345 mètres de large sur ce canal, avec une profondeur aux alentours des 22 mètres 50. Il a été lancé en 1859, mais a été achevé 10 ans plus tard, en 1869, grâce à une levée de fonds à la Bourse de Paris. Après, il est tombé sous protectorat britannique et en 1956, Nasser a décidé de le récupérer pour son pays, ce qui a donné 2-3 petits soucis. Vous allez peut-être
Vous vous rappelez peut-être des actions de l'armée française à cette époque-là. Toujours est-il, quand vous partez du nord et vous allez au sud, vous allez de Port Saïd à Suez, situé dans le golfe de Suez. Vous allez passer par 3 grands lacs. En 2015, il y a eu des travaux d'amélioration, mais la manière dont se traverse le canal est par convoi. Donc vous avez des convois qui descendent ou des convois qui montent. Et tout ce petit monde va se croiser au niveau du grand lac amer. Ce sont des grands lacs salés, il y a le petit lac amer, il y a le grand lac amer. Et pour pouvoir traverser, il va falloir embarquer à bord des pilotes. Alors, les pilotes, ce sont des Égyptiens, il leur faut au minimum 4 pour traverser tout le canal. Et au fur et à mesure, ils ont chacun leur zone, ils vont régler la vitesse, ils vont régler la trajectoire de manière à ce que le convoi puisse traverser en toute sécurité. Donc avant de pénétrer dans le canal, et après en être sorti, il y a cet échange de pilotes et au fur et à mesure, pareil, vous avez des petites embarcations qui viennent et le pilote qui monte ou qui descend. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne sur un bateau? Sur un bateau de guerre, vous avez la passerelle. Sur un bateau civil, on parle de timonerie. Sur cette passerelle, il y a l'officier chef de quart et il y a toute son équipe. Toute son équipe a pour objectif la gestion du bâtiment. Le commandant peut être présent ou pas, parce qu'il délègue à cet officier de quart la conduite du navire. Il a un état final recherché, il a un objectif, et un petit peu comme les pilotes de combat, nous avons un risk level, un niveau de risque, ou quand on voit la basse altitude, une Z mini, une altitude minimum, le chef de quart, de son côté, il va avoir une distance en dessous de laquelle il ne doit pas accepter qu'un autre bâtiment s'approche. Donc il va avoir cette distance à laquelle il doit maintenir, cette distance de sécurité à laquelle il doit toujours maintenir un autre bâtiment. Et si il voit qu'il ne peut pas, il va rendre compte normalement et prévenir le commandant ou prévenir le second, ça va remonter hiérarchiquement. Les Américains aiment bien ce petit moyen mémotechnique, c'est fix or elevate. Tu règles le problème ou tu fais remonter à ta chaîne hiérarchique. Donc soit c'est dans ton domaine de compétence, tu fixes, soit tu vois que ça va pas marcher, tu elevate. Maintenant l'objectif normalement, c'est toujours d'anticiper pour éviter les problèmes. Et bien pour parler de problèmes, le mieux, c'est de regarder ce qui s'est passé en 2017. Le 17 juin 2017, vous avez l'USS Fitzgerald, 154 mètres de long, 9000 tonnes, qui se retrouve à percuter le MV ACX Crystal, qui fait 29 000 tonnes, qui fait 3 fois son poids, et qui fait 220 mètres de long. Ce qui ressort de l'enquête pour le Fitzgerald, c'est que l'équipage a commis des erreurs, et d'ailleurs, plusieurs de ces officiers seront relevés de leurs fonctions. Pour le Fitzgerald, le bilan sera quand même tragique. 7 morts sur le navire américain, 3 blessés, dont le commandant, qui sera obligé d'être évacué par les airs. Quelques semaines plus tard, le 21 août, c'est à l'USS McCain, un bâtiment de la même classe que le Fitzgerald, d'avoir un abordage en mer, ce coup-ci dans le détroit de Malacca, au large de Singapour. Nous sommes le 21 août et elle va se retrouver à aborder l'Almic MC, 183 mètres, 30 000 tonnes. Le bilan sera de 10 morts et 48 blessés pour le bateau américain, 100 millions de dollars de dégâts. Ça sera trop pour le commandement américain. Le commandant de la 7e flotte, la flotte du Pacifique, quelques jours après, le 23 août, va se retrouver démis de son commandement. L'enquête montra dans le cas du McCain qu'il fallait revenir à l'ancienne en termes de commandes pour les bâtiments. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des soucis avec les touchscreens, avec les écrans digitaux pour contrôler le navire, ce qui leur a posé des soucis alors qu'ils étaient face à une situation où il y avait une avarie de barre. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que c'est intéressant de voir qu'il y a eu un historique dans les années 2017 qui avait conduit quand même à du grand ménage au niveau du commandement et des changements au niveau de la formation et même de l'informatique embarquée. Je vous disais fin décembre 2024 sur cette chaîne que l'ambiance au sein du groupe aéronaval du Truman devait être assez particulière. Ça fait plaisir de se faire tirer dessus par ses collègues surfaciers. Mais si vous voulez bien comprendre ce qu'est la marine de surface, je peux que vous recommander l'excellent film Le Crabe-Tambour de Monsieur Schunderfer. Allez, on se fait un tout petit extrait. Gouverner au 217. À gauche 10. Je prends. Le commandant prend la manœuvre. À gauche 25. Zéro là-bas. La barre est à 0. Bien. À droite 25. À droite 25. La barre est 25 à droite. Bien. Zéro là-bas. Zéro là-bas. La barre est à 0. Bien, à vous le soin.
Merci, commandant. Excusez-moi, commandant. Et pas vous excuser à dire merci devant un supérieur, c'est un de nos privilèges. Oui, commandant. La marine de surface est un métier qui est assez contrainte, qui n'est pas facile, et l'enquête nous permettra de mieux comprendre comment ce super porte-avions a pu se retrouver à percuter un civil. Point quand même notable, vous avez le porte-avions qui arrive dans un sens, vous avez le navire civil qui arrive dans l'autre sens, et le passage du canal est vraiment un moment de vulnérabilité pour les navires militaires, car vous devez vous mettre à l'ancre ou vous devez tout simplement attendre votre tour dans le convoi, et ce sont des moments où il y a énormément de navires, et si la moindre avarie de barre ou la moindre avarie tout court arrive, vos délais pour réagir sont extrêmement faibles. De plus, si vous êtes à l'arrêt, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez vraiment faire pour pouvoir vous prémunir d'un navire qui vous fonce dessus. Je vous rappelle que pour pouvoir rester manœuvrable, un bateau doit avoir une certaine vitesse, et quand vous êtes en attente, vous ne pouvez pas juste décider de relever l'ancre et de partir ou même de réaccélérer instantanément. Il y a forcément énormément d'inertie avec ces navires énormes. Pour revenir sur les dernières informations qui ont fuité sur le F-18 qui a été abattu lors de retour de mission, contrairement à ce que j'avais supputé sur la chaîne, je viens de vous dire c'est encore pire, c'était pas loin du Gettysburg, c'était juste à côté. On pourra revenir dessus en détail si vous le souhaitez sur la chaîne, mais pour la faire très simple, vous aviez l'avion de combat qui avait fait une mission de nounou, de ravitaillement, mais également de protection de l'espace aérien, qui était parti attaquer des drones, qui était sur le retour sur le porte-avions, qui était en train de se configurer pour venir faire ce qu'on appelle un CCA, Carrier Control d'approche, un retour sur le porte-avions, et alors qu'il est bien aligné dans l'axe, en contact avec le porte-avions et qu'il va être guidé pour venir se poser, eh bien il va survoler, il va passer juste à côté du Gettysburg qui est dans les 6 heures derrière le porte-avions. Et le Gettysburg va voir arriver ce contact et va se mettre à lui tirer dessus avec ce qu'il a de plus gros comme missile, à savoir ces fameux missiles SM-2. Et là, c'est assez incroyable. Cet avion était un biplace, pilote navigateur, on parle de NOSA, on parle pas de radariste en France, hein, c'est soit vous êtes pilote, soit vous êtes NOSA, ou aux États-Unis ils appellent ça les WISO, Weapon System Officer. Et là, eh bien, d'après le témoignage du WISO, ils voient le départ missile, ils se disent tiens c'est bizarre et on est vraiment pas loin, et ils se rendent compte en fait que le missile relèvement constant vient sur eux. Comme c'est un très gros missile, on le voit extrêmement bien dans la nuit, et il semblerait que l'équipage se soit éjecté avant l'impact. Alors là, je pense que si c'était un monoplace, ça serait pas arrivé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que s'éjecter avant l'impact, c'est pas vraiment dans la mentalité d'un pilote qui pilote. Si vous êtes assis en train de regarder ce qui se passe, vous avez du recul, vous pouvez y penser. Vous êtes en train de piloter votre avion pour aller à Ponté, avoir cette capacité de se dire, en fait, là, je vais sortir parce que je me le prends. C'est pas vraiment quelque chose auquel on a entraîné ou même qu'on a intellectualisé. Donc, le retour d'expérience est très intéressant. Pourquoi il est très intéressant? Parce que je pense honnêtement qu'un monoplace, le pilote serait mort au moment où le missile aurait impacté. Donc ils ont survécu grâce à cette éjection par anticipation qui est vraiment pas dans nos process, vraiment pas dans nos cultures et qui forcément va faire réfléchir les chasseurs pour les années à venir. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y avait un autre avion qui suivit derrière et que cet autre avion, qui était également à vitesse réduite pour sa procédure d'approche, s'est fait tirer dessus. Ce coup-ci, l'a vu venir avec l'avion de devant, a réussi à esquiver, est parti vers le bas. Comme ils sont au-dessus de la mer, il n'y avait pas de souci avec le relief. Et on ne sait pas encore pourquoi, mais le missile n'a pas fait but. Soit le pilote a réussi à esquiver le missile, ce qui n'est pas impossible, soit les opérateurs se sont rendus compte qu'ils faisaient une bêtise et ont arrêté le tir. Donc voilà ce qu'on sait à l'heure actuelle pour ce qui se passe avec le Gettysburg. Gettysburg qui, on en a parlé, vient de changer de commandant. Donc je pense que effectivement, il va y avoir pas mal de débriefing par rapport à ces opérations qui malheureusement dénotent pas mal avec le porte-avions et son groupe aéronaval qui était précédemment dans la zone pour lequel tout s'est quand même passé de manière très professionnelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, que vous maîtrisez mieux le fameux canal de Suez dont on entend toujours parler, mais qui fonctionne par convoi. Et donc, lors de ce convoi, vous êtes un peu plus vulnérable et il va être accompagné, ce convoi, par des militaires égyptiens des deux côtés. Donc, tout est bien réfléchi, mais il y a ce moment de vulnérabilité. Votre navire, s'il est quasi à l'arrêt, vous pouvez pas forcément faire grand-chose. Et même si vous avez des escorteurs, ils vont pas venir se précipiter. Hein, c'est pas Hollywood. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Pourquoi pas en conférence, en intervention sur la sécurité, sur une journée sécurité dans votre entreprise. Et d'ici là, fly safe. You've lost another submarine?